Bonjour à tous et toutes. Nous allons donc démarrer ce webinaire sur le sujet des AGV AMR. Le sujet du jour est comment allier sécurité et productivité tout en répondant à la norme EN ISO 3691-4. Je me présente, Stéphane Rollin, ingénieur technico-commercial dans l'activité transport logistique chez SICK. Et je me présente, Adrien Marc, responsable produit des solutions de sécurité chez SICK France. Avant de démarrer le webinaire et pour assurer la bonne fluidité de la présentation, nous nous permettons de couper vos micros, désactiver les caméras. Une zone de chat est à votre disposition pour vous manifester, pour poser vos questions et nous y répondrons en fin de session. Voici l'agenda complet de ce webinaire. Vous aurez environ 30 minutes de présentation et ensuite une trentaine de minutes pour répondre à vos différentes questions. Tout d'abord, commençons par l'origine de SICK. Tout a commencé en fait en Allemagne en 1946. Erwin SICK, le fondateur, a fondé l'entreprise cette année-là, en 1946. Et il a créé, avec sa spécialité autour du comportement de la lumière, il a créé la première cellule photoélectrique au niveau mondial. Ensuite, il y a eu beaucoup d'innovations. Une majeure est le premier LIDAR qui est arrivé en 1993 et destiné à la sécurité des personnes. Et ensuite, une étape majeure également, en 2019, le premier LIDAR certifié pour un fonctionnement en extérieur est sorti, c'est l'Outdoor Scan. Le groupe SICK, un petit aperçu, ça reste une société familiale. Nous avons 50 filiales dans le monde entier. C'est un peu plus de 11 000 personnes maintenant dans le monde. Le chiffre d'affaires est de 2 milliards d'euros en 2021. Un point important, le chiffre d'affaires investi en R&D est toujours plus de 10%, donc plus de 200 millions d'euros. Donc l'innovation permanente est vraiment un moteur chez SICK. Tout d'abord, Adrien Marc va nous définir le sujet principal du webinaire. Alors, on va parler aujourd'hui de chariot de manutention sans conducteur. Vous connaissez certainement ce type de sujet-là sous divers acronymes AGV, FTF, AGC, robot mobile, plateforme mobile, etc., etc. Alors, on va parler de véhicules donc autonomes qui sont sans conducteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fonctionnement normal de pilote qui va définir le chemin dans lequel va se déplacer le véhicule. Ces véhicules-là ne seront pas guidés mécaniquement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une possibilité de déplacement large, donc on ne tiendra pas compte par exemple de véhicules qui seraient sur rail par exemple, et qui évoluent dans un environnement industriel intérieur, c'est-à-dire que on ne va pas être dans des cas comme on peut retrouver dans l'extérieur avec des poussières très très importantes, de la pluie, de la neige. Et c'est un environnement industriel, donc c'est dans lequel la CEM n'est pas importante dedans. Je vais laisser Stéphane vous décrire quelques fonctions qu'on retrouve classiquement sur un chariot de manutention. Vous le voyez sur la slide ici présente, SICK a énormément de produits, plus de 40 000 dans le portfolio. Donc ces 40 000 produits nous permettent de réaliser les principales fonctions suivantes sur un robot. La première, c'est la navigation, le positionnement, avec notre gamme de LIDAR 2D, 3D, mais également nos caméras 3D. Nous assurons ensuite la gestion de la charge avec nos différents capteurs de détection et également nos systèmes d'identification. Un des points importants qui est un marqueur de SICK depuis 75 ans, c'est la sécurité industrielle et l'anti-collision. Enfin, avec nos solutions de vision et de codeur, nous assurons des fonctions liées à la robotique articulée.
Avant d'aller dans le détail de la sécurisation des véhicules, Adrien, il me semble important de rappeler rapidement le contexte réglementaire. Alors aujourd'hui, nous discuterons notamment de la réglementation européenne. Donc il est important de rappeler qu'au niveau européen, ce qui est obligatoire, c'est la directive qui fixe des objectifs aux États membres. Ce texte-là est vraiment obligatoire. On retrouve notamment la directive machine 2006-42-CE qui fixe entre autres un objectif de garantir la santé et la sécurité des personnes, des opérateurs, des machines vis-à-vis des risques découlant de leur utilisation. Alors, une machine, c'est quoi? C'est un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux, dont au moins un est mobile, et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie. En ce sens, un chariot autonome, dont on va parler aujourd'hui, est donc une machine. De la directive machine découle donc un certain nombre d'objectifs. Il existe d'autres directives spécifiques pour certains moyens de transport. Donc on ne traitera pas aujourd'hui des tracteurs agricoles ou forestiers qui sont traités par la directive 2003-37-CE, ni des véhicules à moteur et leurs remorques qui, eux, sont traités par la directive 70-156-CE. Il faut savoir qu'en complément de la directive machine, il existe tout un tas d'autres normes telles que la directive CEM ou la directive basse tension. Alors, ces directives fixent des objectifs, mais elles ne fixent pas les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Donc, pour aider les constructeurs de machines et puis leurs exploitants, il existe un certain nombre de normes définies par des organismes tierces qui, eux, vont définir les méthodes avec lesquelles on peut garantir cette sécurité. On retrouve différents types de normes. D'abord, des normes fondamentales de sécurité, c'est ce qu'on appelle des normes de type A. On retrouve notamment la 12100 qui traite de l'appréciation des risques et de la réduction des risques obligatoires par la directive machine. Elle est, cette norme-là, harmonisée, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes, fabricants, utilisateurs, mais aussi organismes en charge de la santé et de la sécurité, se sont mis autour d'une table pour dire si on couvre ces éléments-là, on garantit bien la santé et la sécurité, ou au moins certains points de la directive machine 2006-42-CE. C'est ce qu'on appelle la présomption de conformité. En complément, on retrouve des normes, elles, qui sont plus génériques, des normes de type D, telles que la 13849 ou la 62061, qui, elles, définissent respectivement le niveau de performance d'un équipement, soit sous le niveau de performance PL ou sous un niveau d'intégrité, le niveau cible. On parlera notamment des niveaux de performance PL dans la suite de la présentation, lorsque la 3691-4 fait des recommandations en termes d'équipement à installer sur un véhicule. Enfin, on va retrouver des normes DIP de type C, qui sont des normes de sécurité qui sont spécifiques à certaines catégories. On retrouvait la 1525, qui traitait des chariots autonomes depuis 1997 et qui a été abrogée au profit de la 3691-4, dont on va parler aujourd'hui, puisque la 1525 était pur un état de l'art de la technique et de la manière de sécuriser. La 3691-4, je tiens à préciser qu'elle n'est pas encore harmonisée, il y a des projets en cours, et c'est-à-dire qu'elle n'a pas de présomption de conformité à la directive machine. Donc les éléments dont on va vous présenter aujourd'hui ne sont pas nécessairement suffisants pour répondre à tous les points de la directive machine. Alors, la 3691-4 est arrivée avec notamment une notion qui est très importante, c'est les notions de zone. On retrouve 4 types de zones qui, elles, en fonction des cas d'utilisation, va prescrire plutôt des mesures de protection spécifiquement associées. On retrouve des zones de travail et des zones de travail dangereuses qui sont plutôt des zones ouvertes où il peut y avoir des postes de travail pour un opérateur. Donc là, on aura vraiment une notion de collaboration entre le véhicule et les opérateurs. Et puis, on va avoir des zones restreintes ou confinées
où là, seules certaines personnes autorisées auront la possibilité de rentrer. Il faudra qu'elles soient formées aux dangers spécifiques. Et on va garantir la sécurité des personnes, notamment avec une protection périmétrique, comme vous voyez sur l'image ici, qui permettra de garantir que seules des personnes autorisées vont dans cette zone-là. Pour être plus explicite, Adrien, peux-tu nous l'illustrer avec un exemple un peu plus proche de notre quotidien? Alors, c'est ce que vous avez sur cette image-là. On peut retrouver les illustrations ici. À gauche, plutôt une zone restreinte ou confinée qui serait l'autoroute. On a mis en place des barrières. On a dit que c'est seulement certains types de véhicules. Il n'y a pas d'opérateur normalement dans ces zones-là. Et donc, du coup, il y a une vitesse qui est autorisée plus importante que si on se retrouve, par exemple, dans un centre-ville où là, on va avoir une cohabitation de différents types de véhicules, des personnes qui traversent dans des zones dédiées, mais qui ne le respectent pas forcément, comme sur cette image-là. Et donc, du coup, on est obligé de réduire la vitesse des véhicules afin de pouvoir gérer tous ces éléments spécifiques où des personnes croisent le chemin des véhicules. Adrien, comment peut-on commencer un projet de sécurisation de zones où il y a des robots mobiles? Alors, comme toute démarche en sécurité industrielle, il est toujours essentiel de commencer par faire une appréciation des risques. Alors, l'appréciation des risques est en plusieurs étapes. On commence par définir les limites, dans quel environnement va évoluer le véhicule, quelles sont les vitesses max qu'on considère, etc., etc. On va également, du coup, identifier les dangers auxquels les opérateurs sont exposés. On va retrouver notamment des dangers de l'écrasement du véhicule, des risques de défaillance du système de commande, un risque de contact, un danger de contact électrique direct, et puis des choses associées au véhicule, la perte de stabilité ou la chute de l'objet qui est transporté par le véhicule. Et enfin, par exemple, une capacité de freinage insuffisante. Cette liste-là n'est pas exhaustive, hein, ce n'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Une fois qu'on a identifié ces dangers-là, il s'agira d'estimer les risques. Et pour cela, on viendra regarder quels sont les risques de dommages pour les opérateurs et on viendra les mettre en relation avec les fréquences d'exposition à ces dangers-là. Une fois qu'on a estimé ces risques-là, il ne restera plus qu'à faire une réduction des risques associés. Et Adrien, nous n'allons pas décrire ici dans le détail la procédure, mais il faut que vous sachiez que nos experts certifiés par le TÜV peuvent vous accompagner à travers nos prestations de safety consulting sur ces étapes-là, qui sont des étapes très importantes. Adrien, je te propose maintenant de détailler ces fameuses 4 zones de travail et de rentrer plus dans le détail. Alors, on va commencer par les zones confinées et les zones restreintes qui se ressemblent sur un certain nombre de points. Donc, la zone confinée aura l'avantage de ne pas avoir de limite de fonctionnement pour les véhicules. Pour pouvoir se permettre cet avantage-là important pour votre productivité, il va falloir mettre en place une protection périmétrique à l'aide de protecteurs physiques au moins d'une hauteur de 2,1 mètres de haut. Cette zone-là devrait être obligatoirement marquée en conséquence comme une zone confinée. Donc, il y aura des marquages au sol, des alertes dessus. Dans cette zone-là, vous ne pouvez pas avoir d'opérateur qui sera en train de travailler sur un poste de travail. Donc, c'est vraiment des zones dédiées aux véhicules et il peut y avoir un opérateur uniquement lors de phases spécifiques, par exemple de la maintenance ou du dépannage. Et l'accès sera donc restreint à du personnel autorisé, c'est-à-dire des personnes qui sont formées et qui ont connaissance des risques auxquels ils sont exposés en arrivant dans cette zone. Et comment restreindre l'accès, Adrien, sur ces zones? Alors, on a vu qu'il y a des protecteurs physiques fixes, et puis il y aura une porte d'accès qu'on va appeler un protecteur mobile, qui sera équipé d'un dispositif d'interverrouillage avec un dispositif
à des fins d'évacuation d'urgence. C'est-à-dire que si un opérateur se retrouvait enfermé à l'intérieur de la zone, il a une poignée qui est disponible pour pouvoir débloquer la porte. Ce dispositif-là devra atteindre un niveau de performance au moins d'un niveau PLD. L'ouverture de la zone de la porte devra se faire obligatoirement vers l'extérieur de la zone. Et s'il y a un accès qui est demandé par un opérateur, il faudra déclencher l'arrêt des véhicules. Une fois que les véhicules sont arrêtés, l'opérateur fait son intervention, il sort de la zone. Et pour pouvoir permettre aux véhicules de redémarrer, il sera nécessaire de faire un réarmement manuel depuis l'extérieur de la zone, en prenant garde à une chose, c'est qu'il ait toujours une visibilité sur la totalité de la zone, afin de garantir qu'il n'y a pas d'opérateur à l'intérieur. Afin de vérifier qu'il n'y a pas que les personnes qui entrent à l'intérieur de la zone ne soient que des personnes autorisées, il faudra mettre en place un dispositif d'identification, soit à clé, soit par badge RFID, pour pouvoir limiter l'accès. Adrien, en plus de l'accès pour les personnes, il y a aussi des ouvertures pour permettre l'entrée-sortie des véhicules et des marchandises. Comment est-ce qu'on peut gérer ces accès? Alors, ces zones d'ouverture sont effectivement des zones par lesquelles un opérateur pourrait aussi éventuellement rentrer en fonction de la taille de l'ouverture. Et il va donc être nécessaire de mettre en place un équipement de protection électrosensible atteignant au minimum un niveau de performance D. Ce dispositif-là intégrera ce qu'on appelle une fonction d'inhibition, selon la norme CEI 62046, c'est-à-dire une désactivation temporaire et automatique de la fonction de sécurité de la barrière. Il va donc falloir mettre en place des capteurs qui vont nous permettre de différencier le fait qu'il y a un véhicule ou un matériel qui passe à l'intérieur de cette barrière. Si c'est une personne, la barrière va déclencher un arrêt des véhicules. Le réarmement, de la même manière que lorsqu'une personne est rentrée dans la zone via le protecteur mobile, sera un réarmement manuel uniquement depuis l'extérieur de la zone, avec visibilité sur toute la zone. Des exemples typiques d'équipements de protection électrosensible, on retrouve par exemple les barrières immatérielles ou des scrutateurs de sécurité. Maintenant, Adrien, on peut passer à la seconde zone, la zone restreinte. Alors, la zone restreinte va ressembler à s'y méprendre un peu avec une zone confinée. Elle aura l'avantage de permettre aux véhicules non pas d'être arrêtés lorsqu'un opérateur rentre dans la zone, mais de fonctionner à vitesse réduite. Donc, on retrouve les mêmes principes de protection des personnes. La protection des personnes sera faite par protecteur physique pour empêcher les opérateurs tout venant d'accéder à la zone. La zone sera marquée en conséquence de manière zone restreinte. De la même manière que sur une zone confinée, il n'y a pas de poste de travail pour les opérateurs et l'accès est restreint à du personnel autorisé. Dans certains cas spécifiques, il peut être nécessaire que sur le véhicule, il y ait un dispositif de détection des personnes, notamment dans le cas de l'image que vous avez en bas à droite, où on a un véhicule qui se déplace dans des allées extrêmement étroites, et donc l'opérateur qui ferait face au véhicule n'aura pas d'échappatoire, et donc du coup, il faut que le véhicule soit capable de le détecter avant d'entrer en contact. Parfait, Adrien, mais il n'est pas toujours possible de créer une zone fermée pour les robots mobiles. Parfois, il est nécessaire de faire évoluer les robots à proximité des opérateurs pour avoir plus de flexibilité, pour avoir de la coopération homme-robot. Peux-tu nous en dire plus sur ces zones ouvertes? Alors, au niveau des zones ouvertes, on va retrouver deux types de zones, les zones de travail et les zones de travail dangereuses. Dans ces zones-là, il y a deux notions qui sont extrêmement importantes. C'est la notion de dégagement, c'est-à-dire qu'entre une structure fixe, par exemple un mur, et le véhicule, il faudra obligatoirement avoir une distance de 0,5 mètres sur une hauteur de 2,1 mètres de haut, disponible pour l'opérateur pour qu'il puisse contourner le véhicule. En complément, suivant les zones, il sera nécessaire de mettre en place un dispositif de détection des personnes. Celui-ci doit atteindre un niveau de performance PLD de manière générale,
Mais dans certains cas de figure, c'est-à-dire en cas de virage, de pivotement du véhicule ou lorsqu'on est à vitesse limitée, ce dispositif de détection peut avoir un niveau de performance réduit à au moins niveau PLC. Alors, les différents équipements qu'on va pouvoir mettre en place sur le véhicule sont classiquement un équipement de protection électrosensible, par exemple un scrutateur laser, ou éventuellement des équipements sensibles à la pression, tels que des bumpers. Ces équipements-là devront vérifier qu'à tout moment, l'opérateur ne puisse pas être en contact avec les zones rigides, que ce soit la charge ou le véhicule. Donc, il est important que la zone définie sur le scrutateur ou vos bumpers soit positionnée de telle sorte à détecter la présence de personnes tout autour du véhicule et de sa charge. Alors, le premier cas de figure, c'est la zone de travail, c'est-à-dire qu'on a à la fois un dispositif de détection des personnes, dans le sens de déplacement du véhicule, et une voie de dégagement de chaque côté dans le sens de roulage. Dans ces cas-là, le véhicule sera autorisé à se déplacer à la vitesse nominale telle que spécifiée dans la notice d'instruction du véhicule. Il peut y avoir un redémarrage automatique, c'est-à-dire que si un opérateur s'approche du véhicule, il s'arrêtera. Et ensuite, si la personne s'éloigne et sort de la zone de détection du scrutateur ou n'est plus en contact avec le bumper, alors un redémarrage automatique est autorisé après avoir émis un signal sonore ou visuel qui permet à l'opérateur de bien se rendre compte que le véhicule va redémarrer. Que se passe-t-il maintenant s'il n'est pas possible d'avoir un moyen de détection des personnes ou que la zone de dégagement est inadéquate? Dans ces cas-là, on arrive dans ce qu'on appellera une zone de travail dangereuse. Et dans ces cas-là, il y a quelques mesures à mettre en place. La première étant le fait que le véhicule se déplacera à une vitesse réduite, 0,3 mètres par seconde, 0,7, 1,2. Donc ça, ce sont des choses qui sont spécifiées dans la norme en fonction de la taille de la zone de dégagement inadéquate, notamment, et de la possibilité ou non de détecter des personnes. La zone devra également, elle, à nouveau être désignée comme zone de travail dangereuse et marquée en conséquence. Le chariot devra émettre en plus des avertissements sonores ou visuels pour avertir les opérateurs de sa proximité. Est-il possible à rien de faire un redémarrage automatique comme dans le cas de la zone de travail? Alors, ici, la norme 3691-4 ne se prononce pas pour ou contre un redémarrage automatique. Elle vous suggère, à juste titre, de vous référer en fonction de votre appréciation des risques, s'il est judicieux ou non de permettre un redémarrage automatique. Parfait. Nous allons maintenant balayer quelques fonctions de sécurité. La première étant la détection de personnes. Prenons le cas avec un scrutateur de sécurité. Il faut définir la taille des champs. Voilà. Alors, petit rappel pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas les scrutateurs de sécurité. Le principe d'un scrutateur de sécurité, c'est un dispositif de détection 2D sur lequel on va définir des champs, des zones avec une forme spécifique. Et si un opérateur rentre dans cette zone-là, on pourra déclencher l'arrêt ou éventuellement la réduction de vitesse du véhicule. La taille de ces champs-là, elles ont une taille minimale qui est définie suivant la 13855, suivant une formule relativement simple de prime abord, qui dit que la distance minimale est égale à la vitesse d'approche du véhicule, puisqu'on considérera ici que les opérateurs qui sont à l'arrêt, la norme ne prend pas en considération l'aspect que la personne se déplace, et le temps d'arrêt complet, c'est-à-dire entre le moment où le véhicule détecte et le moment où le véhicule ne représentera plus de risque pour l'opérateur. Et enfin, il peut y avoir des distances supplémentaires qui sont rajoutées, comme par exemple si vous avez un champ de détection à 300 mm, vous ne détectez pas le pied, donc il faudra rajouter la longueur d'un pied sur la distance minimale requise. Il est important de noter que la taille de ces champs-là, elle est essentielle pour garantir la sécurité et qu'elle doit être suffisamment grande pour éviter que la personne soit exposée à un danger lorsqu'il arrive, mais également qu'elle doit être aussi petite possible pour pouvoir maintenir une productivité et une flexibilité auprès du véhicule en termes de déplacement, n'importe où dans l'atelier. Qu'est-ce qui peut faire varier la taille de ces champs de détection, Adrien? Alors, on va retrouver différents paramètres, il y en a d'autres.
On va retrouver la vitesse et la direction. Évidemment, plus vous allez vite, plus le temps d'arrêt sera important. Donc, dans ces cas-là, il est nécessaire de faire évoluer les champs en conséquence. La direction, quand vous conduisez, généralement, quand vous allez à gauche ou à droite, votre regard ne reste pas tout droit sur votre chemin, mais se décale. Là, de la même manière, le scrutateur devra détecter quelqu'un à gauche ou à droite. Le fait que votre véhicule soit chargé ou vide, cela peut faire modifier le temps d'arrêt du véhicule. Donc, pour des questions de productivité, il peut être intéressant de dissocier est-ce que le véhicule est chargé ou non. Évidemment, la nature du sol est également importante puisque si vous êtes sur un sol humide, les distances de freinage seront plus importantes. Et puis, si vous avez des pentes notamment, cela peut aussi impacter les distances de sécurité. Enfin, il faut prendre en compte, comme on l'a précisé précédemment, la taille de la charge. Cette distance minimale-là démarrera soit du véhicule, soit de la charge en fonction duquel est le plus grand. Comment peut-on, Adrien, récupérer l'information de vitesse de manière sûre? Alors, la surveillance de vitesse, elle va déjà se faire avec un certain niveau de performance en fonction de deux cas de figure. Si vous êtes dans la surveillance de vitesse nominale ou de vitesse lente, un niveau de performance PLC pourrait être suffisant, mais ce niveau-là de performance est plus important dans le cas où la vitesse va venir faire changer la taille de vos champs en choisissant le scénario adéquat du scrutateur. Au niveau de la prise d'information, du coup, on retrouvera deux cas de figure. Soit vous avez des moteurs avec lesquels vous avez des codeurs, vous pouvez récupérer ces informations-là, les ramener vers un contrôleur de sécurité équipé d'un dispositif de contrôle de vitesse sûr. Sinon, l'autre solution qu'on retrouve classiquement sur ces véhicules-là, c'est l'utilisation d'une roue folle sur laquelle on va équiper un codeur qui nous permettra d'avoir l'information de vitesse du véhicule. Très bien, Adrien. Maintenant, comment peut-on récupérer l'information de direction de manière sûre? Alors, de la même manière, on pourra retrouver une vitesse folle sur laquelle on équipera un deuxième codeur qui nous permettra d'avoir une information fine sur la direction dans laquelle va le véhicule. Après, pour des solutions plus économiques et avec une précision moins importante en termes de direction, il est possible de mettre en œuvre des inductifs avec des systèmes de cam, comme vous avez sur l'image en haut à droite, qui vous donneront l'information je vais à gauche, à droite ou tout droit. En termes de niveau de performance requis pour cette fonction de surveillance de la direction, si vous avez besoin de cette information-là uniquement pour garantir la sécurité, la stabilité du véhicule, dans ces cas-là, un niveau de performance C peut être suffisant. Mais si vous utilisez cette information-là de direction dans la définition des champs de protection, comme la fonction de détection de personnes nécessite un niveau PLD, il sera également nécessaire d'avoir un dispositif de détection de la direction atteignant un niveau PLD. Évidemment, tous ces niveaux-là sont des niveaux minimums. Vous pouvez mettre en place des niveaux plus importants. Et si votre appréciation des risques vous permet de justifier des niveaux plus faibles, cela peut être éventuellement envisagé. Merci Adrien pour toutes ces informations. Maintenant que nous avons balayé l'ensemble des différentes fonctions, peux-tu nous présenter quelques exemples d'architecture type que nous retrouvons sur les robots? Oui, alors on va commencer par les architectures les plus simples, c'est-à-dire un véhicule sur lequel on aurait une volonté de détection des personnes, toujours à une distance fixe, soit à l'aide de bords sensibles, de bumpers. Ils seront directement connectés à un relais de sécurité ou à un contrôleur de sécurité qui, lui, viendra déclencher l'arrêt. Il est important de noter aussi que ce contrôleur-là sera peut-être aussi, il sera nécessaire qu'il gère des arrêts d'urgence, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'on va assez facilement vers des contrôleurs de sécurité. Dans le cas où vous voulez que votre véhicule aille plus vite, puisque les bords sensibles, on est vraiment sur du contact, donc c'est au moment où la personne est en contact, il faut qu'on arrête le véhicule avant qu'il soit en contact avec les éléments rigides. Pour pouvoir lui permettre d'aller plus vite,
il faut détecter les personnes plus tôt, et dans ces cas-là, on utilisera ce qu'on appelle des bumpers virtuels, donc à l'aide de scrutateurs, par exemple, de sécurité. On aura la possibilité de définir une zone tout autour qui, elle, restera constante pendant toute l'utilisation du véhicule et qui sera ramenée, cette information-là, via les OSSD du scrutateur, vers un relais de sécurité ou un contrôleur de sécurité associé. Bon, ça, c'est une architecture assez simple. Avons-nous des architectures plus évoluées ou plus complexes? Alors évidemment, on peut aller vers des applications beaucoup plus complexes avec des vitesses notamment et des directions qui vont évoluer. Donc on utilisera ici un contrôleur de sécurité sur lequel on viendra rapporter une information de vitesse sûre captée par un codeur de sécurité ou éventuellement deux codeurs n'atteignant pas un niveau de performance PLE ou PLD. Et on va avoir une deuxième information qui est la direction qui reviendra pareil sur une carte d'analyse de la position et qui nous permettra de savoir l'angle de braquage. Enfin, une fois qu'on a récupéré ces différentes informations, on viendra sélectionner le champ de la forme et de la taille adéquate sur un scrutateur de sécurité, ici par exemple un microscan, qui communiquera avec le contrôleur de sécurité à travers une communication sûre qui est l'UEFI. On retrouve ainsi sur un véhicule différents équipements de protection. Ici, c'est un cas de chariot élévateur. À droite, vous avez un scrutateur qui détectera la présence de personnes lorsque le véhicule se déplace dans le sens opposé aux fourches. Et à l'avant, étant donné qu'il y a les fourches et la charge, il y a deux scrutateurs qui sont mis en place pour détecter la présence de personnes sur les côtés. Vous avez une roue folle ici sur laquelle sont équipés deux codeurs de sécurité, un donnant l'information de vitesse, l'autre l'information de direction. On ramène toutes ces informations-là vers le contrôleur de sécurité. De même, on ne l'a pas précisé précédemment, mais il est nécessaire sur ces véhicules-là d'installer un certain nombre de dispositifs d'arrêt d'urgence, des boutons d'arrêt d'urgence au minimum de 2. Et ces informations-là reviendront vers le contrôleur de sécurité pour déclencher ici non pas un arrêt de sécurité, mais un arrêt d'urgence avec éventuellement des vitesses d'arrêt qui sont plus importantes. Merci Adrien. Nous allons terminer cette présentation par un résumé concernant les 4 zones de travail. Donc on retrouve d'un côté plutôt les zones restreintes et confinées qui sont des zones avec des protecteurs physiques autour. Lorsqu'une personne rentrera dans la zone, on la détectera à travers soit l'entrée sur un protecteur mobile ou à travers les ouvertures faites pour le véhicule et pour les personnes, pour les véhicules et le matériel, et on déclenchera un arrêt ou une réduction de vitesse sur les véhicules en fonction de si on est sur une zone restreinte ou confinée. L'accès sera uniquement sur demande et uniquement au personnel autorisé. En parallèle, on peut retrouver d'autres cas de figure qui sont les zones de travail et les zones de travail dangereuses. Ici, on est plutôt sur des zones ouvertes, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que le véhicule aille travailler sur des zones où des opérateurs font différentes opérations. Il va y avoir de la collaboration avec les personnes. Donc, ici, avoir une zone qui est confinée déclencherait beaucoup d'arrêts et baisserait la productivité. Ici, l'idée, c'est que le véhicule s'arrête quand une personne est à côté, mais redémarre automatiquement ou généralement lorsque la personne s'éloigne. On aura un arrêt ou une réduction de vitesse dès que l'opérateur s'approche. Et l'accès est libre aux opérateurs se trouvant dans l'usine. Ce n'est pas un accès limité. Merci Adrien, c'est très clair. Je pense que nous avons terminé la présentation des différents cas d'usage. Et on peut vous proposer maintenant un temps d'échange avec vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si ce n'est déjà fait dans le chat. Alors, Mercan, est-ce qu'on a déjà quelques questions dans le chat? Alors oui, on a une question. Tu nous as indiqué que la vitesse était limitée dans les zones restreintes. Quelles sont les vitesses mini et maxi conseillées? Alors, il y a différents cas de figure. Dans les zones restreintes, comme je vous l'indiquais, il y a un cas spécifique qui est le cas des allées étroites.
Et dans ces cas-là, on peut fonctionner éventuellement jusqu'à vitesse nominale si un dispositif de détection de personne est présent. Mais s'il n'y a pas de dispositif de détection de présence, il faudra quand même avoir un minimum de dégagement autour du véhicule. Et dans ces cas-là, on aura une vitesse qui sera limitée à 0,7, 0,3 mètres par seconde en fonction des cas de figure. Généralement plutôt 0,3. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une question, comment réaliser la fonction d'arrêt sur des véhicules dans les zones restreintes? Exemple. Alors, comment est-ce qu'on va gérer l'arrêt? Donc, comme je vous l'ai indiqué, dans les zones restreintes ou confinées, il y a un dispositif d'interverrouillage. Donc, l'opérateur fait une demande à l'aide d'un bouton pour accéder à la zone et ensuite, l'arrêt devra être transmis entre l'infrastructure et le véhicule. Classiquement, ce qui peut se faire, c'est utiliser un protocole de communication sûr, tel que le FIPRO, qui est intégré chez SICK, mais il en existe d'autres. Ce principe-là, c'est on va utiliser du Wi-Fi entre la plateforme et le véhicule. Et ici, dans le protocole EFI Pro, de la même manière que dans le CIP Safety, on utilise le principe de back channel, c'est-à-dire qu'on envoie 2 fois le message et qu'on vérifie 2 choses, le fait que chacun des messages est arrivé de manière intègre et qu'il y a une cohérence entre les 2 messages envoyés. C'est ce qui nous permet de justifier d'un niveau de performance adéquat. Autre question, pour évaluer une zone de dégagement, à partir de quelle hauteur un obstacle est réputé infranchissable? Alors, tu peux me la répéter, s'il te plaît, la question, s'il te plaît. Alors, pour évaluer une zone de dégagement, à partir de quelle hauteur un obstacle est réputé infranchissable? Alors, j'ai pas les détails, j'ai plus les détails en tête exactement, donc il faudrait que je revérifie et que je revienne vers vous plus précisément là-dessus. Puisque dans la norme, il est bien précisé de mettre pour les protecteurs physiques une hauteur de 2,1 mètres. Par contre, pour un obstacle, pour un opérateur, j'ai plus la valeur exacte en tête. Une autre question. Alors, quid des champs de sécurité en cas de croisement de robots? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez 2 véhicules qui vont se croiser? Évidemment, les véhicules vont détecter l'autre véhicule. Avec les champs de détection des scrutateurs de sécurité, on ne fait pas la différenciation entre un opérateur ou un autre véhicule. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les véhicules qui vont détecter la présence de l'autre. Cela va déclencher généralement une fonction de réduction de vitesse ou de ralentissement, ce qui va nous permettre, via la surveillance de la vitesse sûre, de dire que le véhicule est en dessous d'une certaine vitesse et de réduire la taille des champs. Et ainsi, petit à petit, on va avoir les véhicules qui vont avoir des champs de plus en plus petits, qui réduisent leur vitesse et qu'on l'a validé. Et généralement, il est géré au niveau des systèmes de navigation. Le fait comme quoi il va y avoir une priorisation entre le véhicule 1 et le véhicule 2, et un des deux va se dérouter du chemin pour laisser passer l'autre. Et s'il ne se passe rien via les systèmes de navigation, dans ces cas-là, les véhicules se retrouveront tous les deux à l'arrêt en face à face. Et dans ces cas-là, il peut être nécessaire d'avoir une personne qui vient intervenir dessus. Question, est-il possible d'utiliser le protocole EFI-Pro via Wi-Fi? Oui, il est tout à fait possible. C'est ce que j'expliquais précédemment. Le protocole EFI-Pro, c'est un protocole Ethernet, mais c'est un protocole de communication. Ce n'est pas lié aux médias. Donc, on peut tout à fait faire transiter ces messages-là sur de l'Ethernet câblé, comme on le retrouve classiquement, mais aussi à travers le Wi-Fi. Alors attention, ce ne sera pas n'importe quel Wi-Fi, n'importe quel matériel Wi-Fi qu'il sera nécessaire d'utiliser, parce que c'est en fonction du type de matériel Wi-Fi que vous avez des temps de réponse qui sont plus ou moins importants et qui devront être intégrés dans les calculs des distances de sécurité et aussi qui peuvent
générer certains problèmes de communication s'il y a des latences trop importantes. Pour compléter la question, Adrien, le protocole FIPRO garantit un PLD sur les communications sans fil, peu importe le système Wi-Fi utilisé? Oui, puisque c'est le principe du back channel, j'envoie 2 fois mon message, je vérifie que chacun des messages est réceptionné de manière intègre et je vérifie la cohérence des deux. Et c'est ça qui permet de justifier le niveau de performance associé. Autre question, quelles sont les préconisations de mise en place par rapport au sol des scrutateurs sur les robots, le plus bas et où en tenant compte de la prise en compte de la hauteur? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Dans les véhicules autonomes, il peut y avoir des véhicules très imposants et des véhicules très petits. Généralement, on préconise d'être à 300 mm de haut par rapport à 2 choses. La détection d'une personne, on va le faire au niveau de la limite cheville-mollet. Et la deuxième chose, c'est souvent les scrutateurs de sécurité sont également utilisés pour faire de la navigation. Et donc, dans ces cas-là, positionner un scrutateur très très bas pourra générer un certain nombre de défauts, puisque les faisceaux ne sont pas des faisceaux, comme vous imaginez, avec un pointeur laser très focalisé, mais légèrement divergent. Et donc, si on est trop affleurant du sol, en fait, on aura des détections de sol qui font des déclenchements intempestifs. Alors, une autre question, Adrien, en ce qui concerne les risques de chute de charge ou de palette, quelles sont vos préconisations et propositions de solutions? Alors, il y a plusieurs aspects dans l'aspect stabilité de la charge ou stabilité du véhicule. Cela va dépendre déjà de la forme de votre véhicule. Donc ça, il y a déjà une partie de conception en tant que telle. En complément, pour ce qui est de la stabilité, généralement sont pris en considération des vitesses, les angles de braquage, et d'avoir une cohérence entre les deux. Et enfin, pour ce qui est de la détection de la charge, pour pouvoir maintenir la stabilité, il est nécessaire d'atteindre un niveau de performance PLC. Donc, on viendra utiliser soit des interrupteurs sans contact RFID pour éviter. Donc, vous avez un tag qui est sur la charge et un récepteur sur le véhicule qui vous permet de différencier différents types de charges. Autre solution plus classique et plus flexible, on a aussi la possibilité d'utiliser par exemple des interrupteurs inductifs sans contact pour détecter si c'est une charge métallique notamment. Attention par contre au montage de ces capteurs-là. Il est toujours important de faire une différenciation entre une charge voulue et connue d'une charge inconnue, donc notamment avec les inductifs de sécurité, faire en sorte que ceux-ci soient placés de manière adéquate pour bien faire des différenciations. Une autre question, vos capteurs et contrôleurs sont souvent en interaction avec des moteurs. Savez-vous nous conseiller sur des servomoteurs pour des AGV? Peut-être que je peux répondre de mon côté. Je pense que notre vocation n'est pas effectivement de vous conseiller. Vos besoins sont assez variés, assez larges. Je pense qu'il vaut mieux vous adresser directement aux fabricants de moteurs, servomoteurs, pour qu'ils puissent vous conseiller le meilleur moteur adapté à votre application. Alors, autre question, Adrien, existe-t-il des scrutateurs de sécurité volumétrique 3D? Quid de la différence avec le nivellement du sol? Alors, actuellement, il n'existe pas de scrutateur de sécurité 3D. C'est uniquement de la 2D. Donc, pour expliciter un peu le cas de figure qui est donné ici, lorsque vous avez un véhicule qui est sur une pente descendante et qui arrive après une zone plate, vous allez avoir un phénomène où le champ de détection verra le moment où on a un changement de pente. Généralement, ce genre de cas-là est traité actuellement avec le fait qu'on détecte un objet potentiel, on fait une réduction de vitesse, on détecte cette réduction de vitesse de manière sûre et on vient changer pour un champ plus adéquat. Donc, ce qui veut dire qu'au moment de changement de pente, il y a généralement une réduction de la vitesse du véhicule. Nous pouvons préciser peut-être cette réponse en disant que nous avons des produits qui arrivent à la fois en LiDAR multinap, donc LiDAR 3D multinap en 2023, et également des caméras de sécurité qui sortiront, je crois, en janvier 2023. C'est ça, il y a des nouveautés qui arrivent l'année prochaine.
sur une caméra de sécurité, donc qui permettra de traiter du volumétrique. Et pour ce qui est du volumétrique des scrutateurs multiplans, il y a des nouveautés, mais ce coup-ci, pas de côté sécurité, mais plutôt pour la navigation ou la localisation. Autre question. Bonjour. Pour une entrée dans une zone confinée d'un AGV, comment le capteur peut différencier d'un robot d'un humain? Pardon, tu peux la répéter s'il te plaît. Bien sûr. Comment on différencie lors d'une entrée dans une zone confinée, on peut différencier un robot et un être humain? Il n'y aura pas de différenciation entre un robot et un être humain dans une zone confinée. Tout simplement que dans certaines zones confinées, il n'y aura pas de dispositif de détection des personnes. Donc on ne fera pas de différenciation dans ces cas-là. Et dans le cas où on a un dispositif de détection, classiquement, ce sont des bumpers ou des scrutateurs de sécurité, et ce sont des technologies qui ne font pas de différenciation sûre entre une personne et un objet. Autre question, avez-vous des caméras pouvant marier la partie sécurité et le fonctionnement avec reconnaissance de volume? Effectivement, nous avons déjà des caméras qui assurent la mesure de volume. Et cette même caméra, la Visionory T-Mini, aura une version certifiée au mois de janvier 2023. Donc, vous pourrez assurer les deux fonctionnalités, la sécurité et la reconnaissance de l'environnement avec cette caméra Safe Visionory. Autre question, on voit certains robots qui n'ont aucun champ de sécurité latérale au sens de l'avance, ni aucun bumper installé en latéral. Cela vous semble-t-il cohérent avec la norme? Avec la norme 3691-4, tout dépend de la vitesse à laquelle se déplace le robot et des dangers que représente le robot pour une personne. Il n'y a pas de réponse absolue, c'est vraiment l'appréciation des risques ici qui permet de faire le distinguo dans ces cas-là. La norme préconise des niveaux minimums, mais elle précise aussi que si votre appréciation des risques permet de justifier le fait comme quoi le robot ne représentera pas de danger pour l'opérateur, on peut mettre en place des mesures différentes de protection. Autre question, comment rassurer un client sur la conformité à la directive machine quand on applique la norme ISO EN 3691-4? Tout simplement, là, vous avez différents aspects. La 3691-4 ne traite pas tous les sujets de la directive machine, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore harmonisée. Cependant, la 3691-4 fait partie des rares normes qui nous permettent d'avoir au moins un état de l'art de la technique actuellement. Et bien qu'elle ne donne pas de présomption de conformité, vous avez tout à fait la possibilité de justifier la réponse à la directive machine à travers votre cahier technique. Y a-t-il d'autres questions, Erkan, dans le chat? Alors, je le reprends. Bonjour, en début de présentation, vous expliquiez que l'EMC n'était pas important pour des chariots automatisés industriels. Pour autant, sur la slide réglementation, vous indiquez l'application de la directive EMC. Pourriez-vous détailler, s'il vous plaît? Alors, je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas que ce n'est pas important. C'est un sujet important, la compatibilité électromagnétique. Cependant, dans la 3691-4, ce sujet-là n'est pas traité, il est traité dans d'autres normes et lié à d'autres directives, notamment la directive CE. Merci Adrien. Peut-être une des dernières questions, comment intégrer votre solution dans les nouveaux projets, surtout dans le secteur automobile? Alors, je ne sais pas si on peut répondre à cette question-là. Je pense que il faut bien entendu tenir compte de cette norme EN 3691-4 si possible. Je ne sais pas si on peut rajouter. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, donc éventuellement, si vous pouvez préciser. Si la question, c'est
Dans quelle mesure les préconisations qui sont ici sont valables pour un véhicule autonome type automobile qui se déplace dans une zone publique? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La directive machine, comme la 3691-4, se limite uniquement dans le milieu industriel et ne traite pas des sujets de la détection de personnes, de ce type de choses dans les milieux publics où on peut retrouver des enfants, des animaux, et où là, les équipements de sécurité dont on a discuté ne sont pas destinés à détecter efficacement. Et si la question c'était le secteur automobile dans l'industrie automobile, donc l'usine de production, les règles s'appliquent de la même manière que dans le reste de l'industrie. C'est une zone fermée, comme on l'avait défini au tout début. Dans ces cas-là, vous pouvez revenir vers nos collègues commerciaux. Nous avons des collègues commerciaux spécifiques pour le transport logistique, mais également pour les équipes, pour les clients travaillant dans l'automobile. Nous vous remercions en tout cas tous et toutes pour vos différentes questions très intéressantes. Nous nous tenons à votre disposition, bien entendu, pour des projets ou des questions supplémentaires, hein, par téléphone, par mail. Adrien Marc ou moi-même, nous sommes à votre écoute. Et nous vous disons à très bientôt. À bientôt, passez une bonne journée.